Mon entrée aux arts, quand même, j'avais 5 ans. Mon père venait de mourir, ma mère avait 30 ans. Je suppose que mes grands-parents, pour lui remettre les idées un peu en place, ont vendu les 2 bureaux de tabac qu'ils avaient à l'époque pour acheter ce café. Donc j'ai vécu toute ma petite enfance avec toute la famille, parents, grands-parents qui mangeaient toujours devant la caisse. Et je faisais mes études à la pension là au Mirail. Après avoir été élève au Mirail, j'ai été professeur au Mirail pendant de nombreuses années. Professeur de mathématiques, de sciences physiques et de tas d'autres choses, selon les moments. Non pas parce que j'avais un amour immodéré des maths, mais parce que j'étais meilleur dans cette partie-là. J'avais juré que je ne ferais pas de commerce et le 19 mai 57, le soir rentrant vers 9h30, 10h moins le quart, je reçois un coup de téléphone où on me dit qu'un certain monsieur Gilbert avait un accident grave. C'était notre gérant. J'avoue qu'au son de la voix, j'ai compris qu'il était mort. Alors là, ma mère m'a demandé si je voulais accepter cette responsabilité du café compte tenu justement des grosses charges familiales qu'elle comportait. J'avoue que ça ne m'amusait pas, je n'ai pas vu la possibilité de dire non. Mais quand même, pendant 5 ans, j'ai gardé les deux choses. Je me suis occupé d'ici et j'ai gardé un mi-temps puis un quart de temps au Mirail. Tout le monde croyait que ce café allait tomber, tenu par des femmes, c'était pas pensable, que la grue allait acheter. Alors ça, si je ne l'ai pas entendu un millier de fois, je ne l'ai pas entendu, jamais. Tout le monde me disait, mais comment tu feras pour les livraisons, pour ci, pour là. Et je pensais que c'était pas ça le problème. Quand on a un peu de cervelle, on doit pouvoir quand même arriver à équilibrer des livraisons, des rentrées, des sorties. Ce qui m'inquiétait effectivement le plus, c'était le contact avec la clientèle que je n'avais jamais eu. Je m'arrêtais rarement dans la salle pour serrer la main à quelqu'un. D'abord, ce n'était pas très courant à l'époque, encore moins courant pour des femmes. Et bon, enfin, je ne le faisais pas. Et puis finalement, je m'y suis bien adapté. Un des premiers trucs que j'ai eu à affronter, c'est les parties de rugby entre les arts et le New York ou le Montaigne. Et je me rappelle, ça devait être en 58, donc en pleine guerre d'Algérie. Le café était comble, là, vous le voyez maintenant vide, mais il n'y avait pas une place de libre à ce moment-là parce que c'était une époque où on faisait environ 1000 cafés par jour. Toute la concentration étudiante était ici. Il y avait peu de cafés, il n'y en avait pas tous les 20 mètres comme maintenant. Et le matin, c'est-à-dire vers 1h de l'après-midi, je vois arriver un brancard avec une espèce de bolide dessus, garni de bandelettes, de bandes, qui arrive et chantant le chant des morts, le des profondis, disant ce soir il y aura des morts aux arts. Je me rappelle qu'il y avait 2 ou 3 malheureuses personnes, plus ou moins de la campagne, qui mangeaient déjà au milieu de cette bande de jeunes. Quand le mort a reçu des pétards dans les fesses et dans le dos, il a surgi, ils ont eu une peur, panique, ils sont partis, mais ils ont vraiment cru que c'était l'Algérie qui débarquait à Bordeaux. Ça, c'est vraiment une peur panique. Pendant ce temps, les arts se promenaient au New York en disant il y aura des tripes au soleil ce soir. Vous voyez le style du... Le café est resté très longtemps, beaucoup moins maintenant. Un café de militants de gauche en général. On a vraiment beaucoup reconstruit le monde aux arts. À cette époque-là, jamais de bagarre, ça discutait dur. Alors celui-là qui était un militant de gauche et l'autre qui devait être du centre de droite, je suppose, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que de temps en temps, ils étaient tous les deux assez petits, l'un plus râblé que l'autre. Ils se prenaient aux chevaux, alors ils se levaient, ils avaient réglé leur compte dans la première rue à droite, qui était la rue Lamira, et tout le café les suivait pour faire la claque d'un côté ou de l'autre, les partisans de l'un ou de l'autre. Les garçons de l'époque ne disaient rien, personne n'avait rien payé, ni la brasserie, ni les cafés, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, après avoir réglé leur compte, les cheveux ébouriffés, ils revenaient tous, tout le monde reprenait sa place, tout le monde payait,
Et ça repartait jusqu'à la prochaine fois, où c'est arrivé quand même un certain nombre de fois, ce genre de choses. Mais jamais rien dans le café. Par contre, des soirs où j'ai pas pu dominer, ils étaient tous ici dans ce carré, et ils ont animé toute la soirée avec des paroles révolutionnaires sur les chants de l'époque. Et ils voulaient au milieu chanter l'international. Et moi, je ne voulais pas, à ce moment-là, qu'on chante l'international. Je n'étais pas encore branché. Maintenant, je m'en moquerais comme du reste. Mais là, j'avais dit que non, avec le monde qu'il y avait à la terrasse et dedans, on ne chanterait pas l'international. Et puis, une fois qu'il n'y a plus personne, j'ai dit, bon, ben, écoutez, si ça vous fait tellement plaisir, chantez là votre international, je ne vais pas me bagarrer maintenant que le café est vide. Alors, joignant le geste à la parole, ils ont chanté l'international en prenant chacun une circule en auréole et en faisant le tour de la salle. Ça, c'est vrai que c'est resté sur le coup, je ne savais pas trop quoi dire ni quoi faire, mais c'était vraiment marrant. À la réflexion, c'était vraiment marrant. En 68, c'était les barricades et les étudiants qui arrivaient, y compris le médecin avec sa petite valise de traversant un homme slam ou voler les pavés, les cocktails de Molotov, et en disant je suis médecin, laissez-moi passer. Et arrivant ici pour soigner les gens. Ma première idée, je sais qu'on avait défait un pavé là devant ma terrasse et que je l'ai rentré en leur disant il ne faut pas leur donner de mauvaises idées. Et vous pensez, mon premier pavé, je l'ai gardé, mais eux, ils ont défait les autres et on a eu droit quelques heures après à 4 très, très belles barricades dans nos 4 coins de rue, avec un certain nombre d'affrontements, assez durs d'ailleurs. Aux Arts, on a soigné et des CRS dans un coin du café, ici, et des étudiants de l'autre. Ça, tout le monde a été soigné. Et là, tout le monde se respectait. J'ai eu une période difficile avec la drogue. Certains jours, à 5 heures, le café plein de monde, la terrasse pleine de monde, une escouade de policiers, de gendarmes, d'inspecteurs, de je sais pas, au moins 40, ont tout fermé et ont d'abord contrôlé tout le monde, ont fouillé partout, café, toilettes, salle de réunion, dessous les banquettes, dessous les tables, dessous la caisse, partout. Et on a choisi une trentaine pour contrôle d'identité supplémentaire. Et ils m'ont dit, il faut que vous veniez aussi, ainsi que la caissière. Le commissaire qui m'interrogeait avait suivi avec moi une session sur la drogue. Il dit, vous savez bien que je ne suis quand même pas impliqué là-dedans, que je m'en occupe certes, mais il est bien officiel depuis quelques années que j'accueille les drogués et que j'essaie de les remettre sur le droit chemin. Il me dit, moi je le sais, mais le commissaire central ne veut pas. Alors sur le coup de 10 heures, on avait discuté longuement de tas de trucs, etc. On avait quand même relâché ma caissière. Et moi, il était quand même 10h30 ou 11h, j'étais toujours là. Mais je dis, vous n'allez quand même pas me garder toute la nuit pour des fautes que je n'ai pas commises. En plus, est-ce que vous croyez que c'est une faute de la patronne? Bon, jusqu'à maintenant, c'était un lieu toléré pour les drogués. Et ça, la police était au courant. Aussi bien la brigade des stupes que vous-même. Que le comité catholique contre la drogue, qui est l'organisme chargé de cette aide et de ce travail. Donc c'est officiel. Bon, si maintenant vous me dites on ne veut plus de drogués aux Arts, je vous promets que je vais leur interdire l'entrée parce qu'entre mon travail et la survie de 15 personnes, je choisis mon travail et la survie des 15 personnes et de ma propre famille. Ça, il n'y a pas à hésiter. Maintenant, j'aurai du travail parce que j'en connais au moins 300. Et ça, si vous me le demandez, je vous promets que je ne les servirai plus. Alors je suis revenu ici, tout le monde m'attendait, et j'ai dit, bon, on n'a plus le droit d'en servir un, il faut les mettre dehors. Mais c'est quelque chose de vider 300 clients quand même, un par un. On leur a expliqué qu'on ne pouvait plus, qu'on leur gardait leur amitié, que notre amitié, mais que là on ne pouvait vraiment plus ni les servir ni les recevoir. Il y a beaucoup d'autres endroits où il y a eu pas mal de drogue, mais où les patrons, et c'était pas leur rôle, finalement, n'avaient pas ce souci-là. Ils étaient de bons commerçants, point, c'est tout. Et leur rôle n'était pas de faire d'essayer de récupérer les gens de leur propre naufrage et de leur propre angoisse. Je suis pas contente.
Ah mais ça tu peux y aller, hein. Là que tu n'auras pas ramené en bas. Ça, Rideau. rideau. En général, je prête et ils viennent rapporter. Parce que d'ailleurs, ils savent que s'ils ne rapportent pas, la prochaine fois, moi je perds 100 francs, mais eux, ils perdent la possibilité d'être aidés une autre fois. Après avoir été exclu l'année de son bac aux arts parce qu'il avait piqué un grand verre formidable et piqué un verre formidable aux arts, et bien ça méritait l'exclusion. Et je me rappelle que j'avais fait l'amnistie pour le bac. Je lui avais dit maintenant, allez, c'est terminé, tu as ton bac, tu peux revenir. Alors vous avez des magasins, des fois comment ils disent, et vous avez le point de partout. Avec KO, pas KO, avec KO, pas KO, il faut que vous passiez avec KO, pas KO. Allez, adieu. Apporte ton porteur américain. Allez, adieu, allez. Avec KO, pas KO. Allez, allez, si vous avez c'est ça qu'on dit à l'hôpital. Allez, vas-y, va. Je pense que je suis indépendante, mais pourtant très coincée par des tas de choses, enfin en particulier par le travail. Mais ce que je fais, je l'aime. Finalement, tout en laissant de côté l'enseignement, j'ai continué plus ou moins à faire de l'éducation et puis à obtenir un peu ce que je voulais pour ici, enfin ce que je souhaitais, c'est-à-dire que les uns et les autres arrivent à se respecter. Je peux dire que je suis comme ça et que je l'aurais peut-être été si je n'avais pas la foi, si je n'étais pas chrétienne, mais je l'ai fait en plus avec cette référence-là. Pour moi, tout être qui est, c'est un peu où c'est Jésus-Christ. Où Jésus-Christ est à travers lui. Donc je dois le respecter, donc je dois l'aimer, donc il y a au moins 5% de bon, il faut le trouver, enfin, etc. C'est un peu. Alors je crois que j'aurais pas la foi, je suis quand même bâti comme ça, et ça suppose pas d'avoir la foi pour être humain, pour respecter les gens. C'est pas du tout mon idée, mais c'est peut-être un plus, quoi. Le sourire n'est pas que commercial, par exemple, mais c'est le même sourire. Ça, madame, Cécile, c'est une vedette. On la voit à peu près tous les jours. Et... Ah oui, déjà, avec... On lui a rien donné. Ah non, mais il ne faut pas tout ça. Quelquefois être café, quelquefois...